Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie C du DS2. Alors je vous montre le sujet. Mode propre d'un système. On a deux masses et deux ressorts. Alors ce qu'on va montrer, c'est que ce genre de système, il y a à deux fréquences de résonance, c'est-à-dire qu'il réagit particulièrement bien lorsqu'on va l'exciter à ces deux fréquences-là. Donc évidemment c'est pas du tout évident, parce que le fait que la masse qui est complètement à droite soit reliée à la masse 1 qui elle-même peut vibrer à sa fréquence propre, évidemment ça a tendance à compliquer un petit peu. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est d'écrire toutes les équations et ensuite d'analyser ces équations. Voilà, on va démarrer. Alors, partie C. Alors, je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que je viens de faire, un copier-coller, et le schéma apparaît. Ce serait vraiment très pratique pour vous, évidemment, mais bon, sur une copie, ce que je viens de faire, c'est un petit peu plus difficile à réaliser. Mais moi, je peux le faire, donc j'hésite pas. Alors, ce que je vais faire, c'est appliquer le principe fondamental de la dynamique pour le système 1, c'est la masse qui est à gauche, et pour la masse qui est à droite. Je vous rappelle que les masses sont ponctuelles, alors évidemment, je les ai représentées avec une certaine extension, simplement pour qu'on les voit. Donc je vais commencer par définir le référentiel. Donc ça, c'est le genre de manip qu'on peut faire dans un labo. Donc on a le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Donc ça, c'est une très bonne approximation. On va commencer par le système 1, donc c'est la masse M1. Alors je vous rappelle que, donc ça c'est la lecture de l'énoncé, hein. Vous prenez le temps qu'il faut pour vous imprégner des notations. Donc le système 1, sa masse est la même que le système 2. Tout ça c'est pour simplifier un petit peu les calculs. Donc la masse M1, le bilan des forces. Donc pour le système 1, vous avez le poids, que j'appelle P1. Vous avez évidemment la réaction du support, que j'appelle R1. Vous avez deux ressorts accrochés, F1. Alors évidemment, vous pouvez dire, F1, il peut être de l'autre côté. Oui, bien sûr. Mais en fait, au moment où je fais le schéma, j'en sais rien. Tant que j'ai pas résolu les équations, donc tant que je les ai pas écrites, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que F1 il est selon l'axe des X, suivant le ressort. Donc je peux faire le schéma. Et enfin, vous avez la force F2, que j'appelle F2, hein, qui est celle du ressort qui se trouve à droite. Alors, on fait l'inventaire. P1, ça vaut M fois G. Je vous rappelle que M égale M1. La réaction du support, je n'ai pas besoin de savoir que sa norme, c'est pas très important. Moi j'ai juste besoin de savoir qu'elle est que sur l'axe Y, donc il n'y a pas de frottement. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais projeter le PFD selon l'axe des X, la réaction du support R1 elle disparaît. Donc cette réaction du support, finalement son seul rôle, c'est de compenser le poids. C'est tout. Dans une manip, ça va juste servir à ça. Ensuite, vous avez les deux forces de rappel pour chaque ressort. Donc là, évidemment, c'est un moment critique de l'exercice. Il ne faut pas vous tromper. Donc déjà, vous connaissez bien votre cours. Donc c'est moins K1. La longueur du ressort 1, donc le ressort 1, je vous rappelle, c'est le ressort là où je bouge la souris. C'est celui qui est à gauche. Donc sa longueur, c'est X1. Ensuite, vous avez ce que moi j'appelle U extérieur, donc c'est un vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur du ressort. Mais alors évidemment, un ressort à deux extrémités, il ne faut pas vous tromper, un de ressort et puis deux d'extrémité. Donc on est bien d'accord que je suis en train de décrire la force du ressort qui se trouve à gauche, là où je bouge la souris. Et quand je suis de ce côté-ci du ressort, l'extérieur du ressort, il est vers la droite. Donc suivant l'axe des X.
prenez le temps d'écrire ça correctement. Si vous ne le faites pas, évidemment, tout ce que vous écrirez après sera faux. La force F2, donc la longueur du ressort qui se trouve cette fois-ci de ce côté-ci, à droite, là où je bouge la souris. Donc sa longueur c'est x2 moins x1. C'est l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Moins L0, je rappelle que L01 égale L02 égale L0, K1 égale K2 égale K. Ça c'est l'énoncé qui vous dit ça. Et le vecteur unitaire qui est à l'extérieur du ressort de droite, celui que je montre avec la souris, quand je suis de ce côté-ci du ressort, cette fois-ci l'extérieur du ressort, c'est suivant moins E de x. Voilà, donc ça c'est critique, hein, ce que je viens de faire. En vrai, quand on est un peu méthodique, c'est pas difficile, mais on peut faire des erreurs, et ce genre d'erreurs, on les paye jusqu'au bout de l'exercice. J'applique le PFD. Alors, je remis M1, sachant que M1 égale M, mais j'ai quand même remis M1 parce que lorsque vous appliquez le PFD, il faut ne pas oublier que vous l'appliquez au système 1, dont la masse est M1 et l'accélération est 1. Donc ça, il faut bien l'écrire, parce que si vous ne faites pas attention, un peu par habitude, vous mettez MA, mais le problème c'est que l'accélération, c'est l'accélération de quoi? Là vous pouvez très bien ensuite écrire mx secondes, et le x secondes en fait il correspond à rien. Pourquoi? Parce que les variables ici c'est x1, x2 et pas x. Donc ça aussi c'est des erreurs classiques, hein, qu'on peut voir. Plus F2, on projette selon l'axe des x. Alors M1 c'est M, x 1 seconde. Alors la projection du poids et de la réaction du support, je vous remonte le schéma, c'est 0. Donc il me reste quoi? Il me reste uniquement les forces de rappel des deux ressorts. Et K2, ça vaut K. X2 moins X1 moins 0. Donc finalement, si je remanie un peu mon équation, donc je vais le faire tout de suite, ça fait x1 secondes, plus, si je regarde, vous avez 2 fois moins kx1 qui sort. Lorsque je distribue la raideur du ressort dans les parenthèses, le moins kx1 il sort 2 fois. Je divise par la masse. Et à droite, ce qui va me rester, c'est k sur m, x2. Le terme en KL0, enfin les termes en KL0, ils se simplifient. Ici, il y a plus KL0 qui va sortir de cette parenthèse, celle que je montre. Et ici, moins KL0. Et voilà la première équation. Ensuite, j'attaque le deuxième PFD. Alors, le système c'est le même. On va tout de suite passer à, excusez-moi, définir le système, ça c'est important. Allez, je change de couleur. Donc ça c'est la masse M2. Je vais faire un truc que vous ne pouvez pas faire. Je vais compléter le schéma et ensuite je vais faire un petit copier-coller. Donc CP2R2 et enfin la force de rappel du ressort. Allez, je l'appelle F3. Et ça, maintenant je vais faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est faire un petit copier-coller. Ça va être plus simple pour moi. Alors, le bilan des forces.
Vous avez évidemment le poids, la réaction du support qui est selon OY, et vous avez la force de rappel du ressort F3 qui vaut, ici ça vaut moins K2, puisque c'est le ressort de droite. La longueur du ressort de droite, c'est toujours x2 moins x1, moins L0. Et quand je suis à l'extérieur de ce ressort-là, en fait, donc du coup, j'ai juste pris la partie du schéma qui m'intéresse. L'extérieur du ressort, c'est selon E de x. J'applique le PFD. Donc c'est M2 A2, c'est P2 plus R2 plus F3. Je projette selon l'axe des x. Et ça donne mx2 secondes. Je rappelle que M1 est égal à M2. La projection du poids et de la réaction du support est nulle. Et il me reste moins K2, x2, moins x1, moins L0. Suivant, c'est tout. Donc finalement, j'ai x2 secondes plus K sur M x2, c'est égal à K sur M x1 plus K sur M L0. Et ça, c'est ma deuxième équation qui est issue du deuxième PFD. Alors je regarde l'énoncé. Donc la première question, c'est vraiment une question très importante, il ne faut pas se tromper. On vous demande de faire un changement de variable. Alors le changement de variable, son sens, c'est simplement que x1, je vois bien que x1, il va osciller autour de L0, puisque la longueur à vide du ressort, c'est L0. Et petit x2, il va osciller autour de la valeur de L0, puisque chacun des ressorts ayant la même longueur à vide. Donc simplement en posant ça, en fait, je recale le 0 pour chaque masse au bon endroit. Il se trouve que ça va bien s'arranger. On vous demande de le faire, c'est pas pour rien. C'est que justement ça va arranger les calculs. J'ai justifié le choix de ces variables. Donc ça, il faut le rédiger. Donc en décalant x1 et x2 de respectivement moins L0 et moins 2L0, on obtient deux variables qui vont aussi autour de 0. On obtient deux variables x1, grand x1 et grand x2 qui vont aussi autour de 0. Autour de 0. Et on va le mettre en œuvre dans la suite. Donc on reprend. Alors, question 3. Donc on pose x1 égale x1 moins 0. Donc ça, je reprends l'énoncé. Et grand x2, c'est x2 moins 2L0. Je dérive deux fois. Donc je vais le faire aussi pour x2. Alors ça donne ceci. Évidemment, la dérivée d'une constante est nulle, donc du coup je ne la réécris pas. Et ça donne ceci. Et même chose pour x2, grand x2.
et je réinjecte dans les équations obtenues précédemment, dans les équations de la question 1, obtenues à la question 1. Alors ça donne quoi? Ça donne x1 seconde, donc ça fait grand x1, plus 2k sur m. Alors x1 ça vaut quoi? Ça vaut grand x1 plus L0, hein, ce truc là. Et ça vaut k sur m fois x2. Mais x2 c'est quoi? C'est grand x2 plus 2L0. Et là, vous remarquez que les termes ici, ils vont se simplifier. Lorsque je vais distribuer le 2k sur m dans la parenthèse et le k sur m dans la parenthèse, et ben j'aurai le même terme 2k0 sur m qui se simplifie. Et en fait, ça s'arrange bien, mais ça, on va dire, c'était prévu. On a x1 seconde plus 2k sur m x2 égale x1 pardon égale k sur m x2. Voilà, donc ça c'est la première équation qui s'arrange bien. Alors vous allez me dire tout ça pour ça. J'ai simplement remplacé petit x par grand X. Bon, c'est vrai, mais n'empêche que le calcul, je l'ai quand même fait et ça marche. Je prends la deuxième équation. Cette fois-ci, j'ai x2 seconde plus k sur m. Donc x2, ben, x2 ça vaut grand x2 plus 2L0. C'est égal à k sur m x1. Et x1 c'est quoi? C'est x1 plus L0 plus k sur m L0. Et si vous regardez, de la même façon, tous les termes en L0 se simplifient. Là, c'est un petit peu plus intéressant, puisque cette fois-ci, j'obtiens une équation où les L0, ils ont disparu. Et voilà. Donc, c'est tout simplement... les L0 est disparu. On voit bien que de toute façon, ce n'était pas un paramètre très important, le L0. Ça fixe juste l'écartement moyen entre les masses, puis c'est tout. Donc c'est pas un paramètre très important. Et on s'en est débarrassé. Dans la suite, on vous donne la forme de la solution. Et il faut montrer que quand on fait ça, en fait, on cherche la solution pas n'importe comment, et ben on arrive à une solution, on arrive à un système d'équations qu'on sait résoudre. Donc question 4. Donc on pose grand x1 de t, c'est x1m, sauf erreur, cosinus oméga t plus phi 1, grand x2 de t. Alors là je cherche donc des solutions sinusoïdales et d'amplitudes différentes. L'amplitude, c'est les termes qui sont là, et les phases sont différentes a priori. Donc ça c'est important. Par contre, là où il faut faire attention, c'est la même pulsation. Donc ça c'est important, hein, quand vous cherchez un mode propre, c'est-à-dire que c'est tout le système qui oscille à la même fréquence. Je réinjecte, évidemment, lorsque je dérive deux fois, en fait c'est la même chose, mais il y a oméga qui sort. Et donc il faut le temps d'écrire, mais aucune difficulté.
Je regarde juste l'énoncé pour être sûr de ce qu'il faut que je trouve. D'accord. Et oméga 0, on avait dit que c'était K sur M. Racine de K sur M, bon, à tous les coups. Ça va apparaître tout seul en fait dans les calculs. Je réinjecte, donc ça donne quoi? Ça donne moins oméga carré. Donc là on arrive à une phase un petit peu calculatoire. Donc c'est x1m cosinus oméga t plus phi 1 est égal à x de m, donc c'est k sur m x de m je regarde l'énoncé. D'accord, donc tout va bien. Donc ça c'est la première équation, donc l'équation 1 qui est ici. Lorsque je réinjecte, ça donne ça. Donc maintenant je passe à l'équation 2. Et donc vous avez x moins oméga carré x de m cosinus oméga t plus phi 2 plus k sur m x de m cosinus oméga t plus phi 2 égale k sur m x1m cosinus oméga t plus phi 1. Donc on a ce système d'équations. Et quand vous le regardez bien, ce système d'équations, ce que je peux faire, c'est... Je regarde quand même là, ce que je dois trouver. Ouais, c'est ça. En fait, je remarque que ce truc-là, c'est grand X1. Ce truc-là, c'est grand X2. Bon, je ne le refais pas partout. Hein. Ça, c'est X1, le deuxième terme. Le troisième terme, c'est X2. Donc, simplement, c'est de la réécriture. Hein. Donc, ça fait moins oméga carré X1. K sur M, je dis que c'est oméga 0 carré. Donc, on pose oméga 0 carré égale K sur M. Donc, si c'est pas fait dans l'énoncé, voilà, je le fais maintenant. Donc 2 oméga 0 carré fois x1 égale oméga 0 carré fois x2. Et enfin, vous avez moins oméga carré x2 plus oméga 0 carré x2 égale oméga 0 carré x1. Voilà, c'est vraiment... là, c'est que du calcul. Et je crois qu'il faut rassembler les termes en x1, bien sûr. Donc, si je rassemble les termes en x1, donc j'ai 2 oméga 0 carré moins oméga carré x1, c'est égal à moins oméga 0 carré x2 ensuite oméga 0 carré x1. Donc tous les termes, les deux termes en x2, je les passe de l'autre côté, plus oméga carré moins oméga 0 carré x2 égale à 0. Est-ce que c'est ça? Ouais, au signe près, c'est bon. Enfin, au signe près. Je suis pas en train de dire qu'il y a une erreur de signe. C'est simplement que moi, mon équation numéro 2, il y a juste un signe moins en plus par rapport à l'énoncé. Donc c'est bien la même équation. Donc tout va bien. Et enfin, dernière question. Donc je vais écrire les équations qui permettent de résoudre ce système d'équations. On sait le résoudre en fait. Donc là, encore des petits calculs. Donc c'est question 5, sauf erreur.
Question 4, donc ça, je suis à la question 5. Je vérifie juste une petite chose. Ouais. Question 5, alors ce que je vais faire, c'est je vais isoler x1 et le réinjecter là-dedans. On isole x1 dans la deuxième équation. Alors, si vous voulez isoler x2 ou x1 dans la première équation, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de se débarrasser de x1 et x2. Donc, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et on réinjecte dans la première. Donc, je mets un petit peu de texte parce que là, si je regarde ce que j'ai écrit, c'est que des équations. Donc, c'est assez aride. Donc, ça fait 2 oméga 0 carré moins oméga carré. x1 ça vaut quoi? Ça vaut oméga 0 carré moins oméga carré sur oméga 0 carré. x2 plus moins, pardon. Alors pour que vous y retrouviez, hein, ce truc là, ce n'est rien d'autre que x1. Si vous regardez, lorsque j'ai passé le terme, ce terme là, de l'autre côté, ça a changé les signes et je divise par oméga 0 carré. Et là, ce que je remarque, c'est que le x2, il peut se simplifier. Évidemment, moi, je cherche des solutions non nulles. Donc x2 est au moins à un instant donné non nul. Donc, ce qui reste doit être nul. Donc, ça fait 2 oméga 0 carré moins oméga carré. Je multiplie l'ensemble de l'équation par oméga 0 carré. Comme ça, j'ai plus le terme au dénominateur. Oméga 0 puissance 4 égale 0. Je réarrange, donc j'ai du oméga puissance 4 qui va sortir, plus du oméga au carré. Alors j'ai quoi oméga carré? Je vais avoir, ça fait moins 3 oméga 0 carré, sauf erreur. Et en termes constants, ici j'ai un 2 oméga 0 au cube, donc il va rester oméga 0 au cube au puissance 4. Vous avez ceci. Donc il faut que je fasse la... Donc je n'encadre pas vraiment ce résultat. Alors pour la résolution d'un tel système, en fait vous remarquez que c'est une équation de la forme x au carré, enfin c'était suggéré dans l'énoncé, donc ça je vais le faire rapidement. Oméga carré, c'est de la forme 3 oméga 0 carré, plus ou moins racine de delta. Donc delta c'est b carré moins 4ac, donc ça fait 9, ça fait 5 oméga 0 puissance 4. C'est b carré moins 4ac, c'est bien ça. Divisé par 2, et donc c'est oméga 0 carré. 3 plus ou moins racine de 5 sur 2. Et donc finalement quand je reprends la racine, ça fait oméga. Ça fait... en fait j'ai 4 solutions. Donc, et je vais garder uniquement les solutions positives. Donc ça fait... vous allez avoir celle-ci. Alors 3 moins racine de 5, c'est bien positif. Normalement, il n'y a que ces solutions-là. Normalement, il y a un plus ou... je précise, on ne garde que les solutions positives. Évidemment, on ne va pas parler de fréquence négative. Enfin, on pourrait, hein, c'est pas interdit. Mais c'est
Donc on a bien deux pulsations propres. Alors au niveau expérimental, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben on va... la façon de réaliser, hein, simplement, c'est pour simplifier la vie, on va accrocher un premier ressort et on met une masse ici, puis on accroche un deuxième ressort qui est pas forcément, enfin il sera pas forcément identique, enfin c'est quasiment sûr, et on met une autre masse. Alors soit vous prenez deux ressorts qui se ressemblent beaucoup, ou vous pouvez considérer qu'ils sont identiques, c'est le même fabricant, même ressort dans le catalogue, ou on peut prendre deux ressorts différents, deux masses différentes, c'est pas très important, ça va juste changer un peu les calculs. Et bien, ce que vous allez constater, c'est que vous avez deux mouvements possibles. Donc soit vous avez ce mouvement-là, en fait c'est un mouvement, les deux masses bougent ensemble, et ce qui se passe, c'est que la masse du bas, elle a une amplitude plus grande que la masse du haut. Et l'autre solution, c'est ils sont en opposition de phase. C'est-à-dire que quand la masse, celle du haut, elle monte, la masse du bas, elle descend. Et inversement, hein, lorsque on a un mouvement en opposition de phase. Et ça va correspondre aux deux pulsations. En général, le mouvement basse fréquence, c'est celui-là. Ce sera pour celui qui va vibrer à oméga 2. Et le mouvement haute fréquence, c'est celui qui va vibrer ici à oméga 1. Oméga 1 est plus grand qu'oméga 2. Voilà, donc j'en ai fini avec cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.